C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans l'Afrique en mouvement, le rendez-vous qui propose une synthèse des reportages sur les acteurs et les initiatives qui favorisent l'innovation et la transformation des pays africains. Le point de l'actu et le best-of sont les deux grandes parties de cette émission. Bienvenue à tous. Nouveau chantier dans le centre-ville de Casablanca. La réhabilitation de la rue piétonne Prince Moulay Abdellah, l'une des plus anciennes de la métropole, va enfin démarrer. Ce projet qui a pris un retard de 2 ans a été relancé et son budget revu à la hausse. Plus de détails avec Ala Benani. Les travaux de la réhabilitation de la rue piétonne Prince Moulay Abdellah ont démarré à Casablanca après plusieurs appels des habitants et des commerçants pour un réaménagement de cette zone importante de la métropole. Cette réhabilitation de la rue Prince Moulay Abdellah va faire une connexion avec la rue du 16 novembre. Comme ça, il y aura plusieurs passages menant vers cette place spécifique aux piétons. Cette réhabilitation connectera aussi la place du Prince Moulay Abdellah à l'ancienne Médina. Et cela vise à redorer l'image de la ville de Casablanca et reconsidérer son réaménagement. D'après le plan de la réhabilitation de cette rue piétonne et commerciale par excellence, le sol sera remplacé par une touche plus esthétique. Même chose pour l'éclairage qui sera plus en harmonie avec l'espace. Une fontaine sera notamment mise en place sans pour autant condamner la sculpture rose déjà sur place. La commission spéciale sur le modèle de développement a entamé jeudi dernier à Rabat ses séances d'écoute des partis politiques et des syndicats par une réunion avec les représentants du Parti de la justice et du développement. Retrouvons Ala Benani. Journée d'audition aujourd'hui pour la commission spéciale sur le modèle de développement. Les partis politiques ont pu présenter leur vision dans le cadre d'un esprit d'ouverture et de construction commune. Cette démarche vise à recueillir les contributions et les avis des partis sollicités en vue de l'élaboration d'un modèle de développement. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut parler d'aucun projet de développement sans démocratie. Et les constantes de la démocratie sont connues de tous. La primauté de la loi, l'action politique et l'implication des citoyens et le non-mépris des partis politiques et de leur travail. Nous tablons sur la dimension participative. Il est important d'investir dans les points forts du pays, à savoir la stabilité, le leadership et son positionnement et sa présence géostratégique. Nous aspirons aussi à ce que la société soit construite sur des liens forts. Vendredi, la commission accueillera à son siège le mouvement démocratique et social et l'Union marocaine du travail. Samedi, c'est l'Union générale des travailleurs marocains et la Confédération démocratique du travail qui seront écoutés en tant que syndicats. Sera aussi mise en place une plateforme digitale permettant de recevoir et de collecter les contributions et les idées soumises par les citoyens afin d'enrichir le débat. Toujours dans le royaume, le marché des véhicules d'occasion se porte bien. Nombreux sont les automobilistes qui mettent en vente leur voiture pour acheter une nouvelle, alors que d'autres profitent de l'occasion pour se servir d'une seconde main à des prix raisonnables. Le récit de Younes Benzeneb. C'est une nouvelle année pour tout le monde, mais surtout une nouvelle voiture pour nombreux d'automobilistes. Ici, dans le quartier d'Al-Manal à Rabat, les magasins de voitures d'occasion attirent de plus en plus de Marocains à la recherche d'une bonne affaire en cette période. Je préfère acheter une voiture d'occasion plutôt qu'une voiture neuve. Une voiture ayant moins de 5 ans d'utilisation. C'est une opération purement économique pour que moi aussi je puisse la revendre après utilisation. Une part importante du chiffre d'affaires de ce segment est réalisée en cette période d'année. Les acheteurs veulent en effet profiter des offres spéciales proposées via des ventes directes ou des intermédiaires. Quand un particulier veut vendre sa voiture, nous lui proposons une offre en fonction de l'état de sa voiture et vice-versa. C'est très pratique pour les gens qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter une voiture neuve. Au Nigeria, une plateforme permet aux donneurs de sang volontaires de se rendre disponibles pour les patients. L'initiative émane de la société civile dans un pays qui connaît une grave pénurie de sang. Moins d'1% de la population fait don de sang. Le reportage de notre correspondant Ali Cabré à Abuja.
Une simple application sur smartphone pour faciliter le don de sang au Nigeria. C'est la trouvaille de cette initiative née ici à Abuja et qui a vocation à connecter les donneurs aux receveurs à travers l'intelligence artificielle du J-Blood Match sur 2 principales plateformes de réseaux sociaux, Facebook et Telegram. L'initiatrice de cette solution a été alertée par le très faible ratio entre la population et le nombre de poches de sang disponibles sur l'ensemble du pays. L'idée était de créer une communauté de donneurs volontaires de sang à travers tous les États du Nigeria. Le principe était de permettre à ces personnes de se déclarer comme donneurs sur une plateforme dédiée grâce à leur téléphone portable. Au Centre national de transfusion sanguine, l'on est conscient de cette pénurie de sang. Le taux de dons par habitant est inférieur au minimum de 1% recommandé par l'OMS et malgré la sensibilisation menée par cet organisme gouvernemental, nombreux sont ceux qui sont encore réticents aux dons de sang. J'ai un ami qui avait besoin de sang et nous avons appelé partout pour trouver des donneurs, mais nous n'avons trouvé personne. Mais avec cette solution, il suffit d'aller sur la plateforme et de déclarer son besoin et les gens vont réagir. L'initiative J-Blood Match enregistre déjà des centaines de donneurs volontaires sur la plateforme dans la seule ville d'Abuja et compte s'étendre sur l'ensemble du territoire fédéral. La présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc, Latifa Akarbache, a été reçue en audience vendredi dernier à Ouagadougou par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Une audience qui se situait dans le cadre du lancement officiel du centre de monitoring du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Mohamed Danyoko pour plus de détails. Grâce à une expertise 100% de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc, le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso possède désormais son centre de monitoring des médias. Ce centre, qui a été inauguré en présence de plusieurs autorités des 2 pays, va permettre d'enregistrer et de conserver 24 heures sur 24 les programmes de 60 stations de radio et 24 chaînes de télévision. C'est essentiel pour nous, par exemple, de pouvoir, en cette année électorale, de contrôler le temps de parole que tous les candidats et tous les partis politiques pourront avoir pour assurer l'équilibre de l'information. Aussi, pour pouvoir contrôler le contenu du discours politique qui doit être exempt de tout propos haineux, de tout propos discriminatoire. En plus de l'installation du centre, les experts de la HACA ont transféré la compétence en formant sur place une dizaine d'agents. Un travail qui a été apprécié par le Conseil supérieur de la communication qui a tenu à honorer les experts à travers des attestations. Pour la présidente de la HACA, Latifa Akarbache, il s'agit du meilleur partenariat comme souhaité par le roi Mohamed VI. Des solutions africaines conçues par des Africains pour des Africains sont les meilleures solutions. Le monitoring des médias est destiné à assurer aux citoyens africains la possibilité d'élire ses représentants en toute connaissance de cause. L'année 2019 s'est achevée et plusieurs personnes nous ont marqué. Ces dernières ont fait parfois la une des éditions de Midi 1 TV Afrique. On s'intéresse dans cette émission à Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien s'est vu attribuer une prestigieuse distinction, le prix Nobel de la paix. Ilham Berada. To award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. Le 11 octobre 2019 à Oslo, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est vu attribuer la prestigieuse récompense du prix Nobel. Le comité a salué une personnalité qui n'a pas ménagé ses efforts en faveur de la paix et de la coopération internationale. Il se rendra en Norvège le 6 décembre pour recevoir son prix pour ses efforts de rétablissement de la paix qui ont mis fin à 2 décennies d'hostilité avec l'Érythrée, l'ennemi de longue date de l'Éthiopie. Une guerre qui a fait plus de 60 000 morts. J'accepte cette récompense au nom des Éthiopiens et des Érythréens, en particulier ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la cause de la paix, au nom de mon partenaire et camarade de paix, le président Isaias Afwerki, dont la bonne volonté, la confiance et l'engagement ont été déterminants.
À 43 ans, Abiy Ahmed est le plus jeune leader politique d'Afrique. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, il a mis en œuvre des réformes politiques radicales qui lui ont valu tant d'éloges. Il a aussi levé le voile sur les tensions longtemps réprimées entre les nombreux groupes ethniques éthiopiens. Dans le même esprit audacieux, Abiy Ahmed a engagé un dialogue avec de nombreux groupes d'opposition armée éthiopiens dans la région pour s'engager à participer pacifiquement au processus politique. J'étais un jeune soldat lorsque la guerre a éclaté entre l'Éthiopie et l'Érythrée. J'ai été témoin de la laideur de la guerre dans les batailles de première ligne. Il y a ceux qui n'ont jamais vu la guerre mais la glorifient et la romantisent. Ils n'ont pas vu la peur. Abiy Ahmed est un homme de dialogue. Ce nouveau Premier ministre a été choisi pour apaiser les tensions ethniques dans le pays. C'est la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie qu'un Oromo, qui représente un tiers de la population, accède à la direction du pays. Il a contribué à la réconciliation entre musulmans et chrétiens dans sa région dans les années 2000. Il agissait à l'époque en tant que médiateur entre les deux communautés. Lui-même est de père Oromo musulman et de mère Amara chrétienne orthodoxe. Je suis vraiment heureux avec ce que le Premier ministre Abiy Ahmed a fait pour la paix, pour notre pays, pour l'Afrique de l'Est. C'est un excellent travail. Pour la deuxième année consécutive, le prix Nobel de la paix revient à l'Afrique. Pour rappel, en 2018, c'est le docteur congolais Denis Mukwege qui obtenait la prestigieuse distinction. Cette année, et contre vents et marées, Abiy Ahmed était le meilleur candidat possible pour ce prix. Non seulement pour ce qu'il a accompli en faveur de la paix dans son pays et la région, mais surtout pour ce qui lui reste à accomplir et bien au-delà. En 2019, en plus de tous les festivals et les activités culturelles que connaît le Maroc, le Royaume s'est doté d'une biennale de l'art. Et c'est la capitale des Lumières qui l'a accueillie pendant 3 mois. Une soixantaine d'artistes étaient conviés pour cette première édition intitulée « Un instant avant le monde ». La fin de l'année écoulée a également été marquée par la déclaration de la musique Gnawa patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une rétrospective signée Ilham Birada. Nouvel événement dans la riche programmation culturelle marocaine, la première biennale de Rabat a ouvert ses portes le 24 septembre 2019 et s'est achevée 3 mois plus tard. Pour sa première édition, la biennale d'art contemporain de Rabat, intitulée « Un instant avant le monde », a décidé de jouer la carte des femmes. Des Oudaya au musée Mohamed VI en passant par la Villa des Arts, ce sont 63 artistes qui ont investi la capitale. Une programmation qui a séduit les visiteurs, 140 000 personnes ont fait le déplacement dans les différents sites qui ont accueilli la biennale. Cette première biennale de Rabat est une initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, initiative qui, disons, est une illustration éclatante de l'effervescence de l'art marocain et de l'engagement du roi du Maroc en faveur de la créativité. Et je crois que cette biennale va faire date. Portée par la Fondation nationale des musées du Maroc, cette manifestation d'art contemporain entend favoriser un dialogue entre les disciplines, art visuel, architecture, danse, performance, vaste programme pour lequel étaient convoqués une soixantaine d'artistes, peintres, cinéastes, vidéastes, chorégraphes, performeuses, architectes et autres. Le cinéma, la musique et la littérature étaient aussi de la fête avec des projections organisées par la réalisatrice et directrice de la Cinémathèque marocaine, Nargis Njar. Un hommage était également rendu à la chanteuse égyptienne Kaltoum. Fabuleuse également la double distinction reçue cette année par la ville d'Essaouira qui depuis plusieurs décennies a placé l'art et la culture au cœur de son développement. Grâce au dynamisme de sa société civile et sa démarche créative, la Cité des Alizés a rejoint en octobre le réseau de l'UNESCO des villes les plus créatives grâce à l'effervescence de la musique. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la musique Gnawa est déclarée le 12 décembre patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les Gnawa, c'est toute une culture, c'est toute une musique qui est composée évidemment de tout un tas d'apports tout au long de l'histoire des Gnawa. Et donc cette reconnaissance qui s'est construite au Maroc petit à petit
d'une année à l'autre et qui arrive aujourd'hui à ce couronnement, à cette consécration, qui est cette reconnaissance sur le plan international, c'est une immense fierté et c'est, je pense, une immense fierté pour tous les Marocains. Et c'est pour ça qu'on a vu cette manifestation et ces témoignages formidables, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que cette reconnaissance, je pense que c'est plus aussi l'histoire d'un possible. La musique gnawa a été largement popularisée par le festival Gnawa d'Essaouira, créé en 1997. Méconnue, presque marginalisée, cette musique attire désormais chaque année des flots de fans du monde entier pour un festival qui propose un métissage musical assez unique. Essaouira a en effet vu des pointures comme Pat Metheny, Didier Lockwood ou Marcus Miller se produire avec les plus célèbres des Malum, la musique gnawa favorisant la fusion avec le blues ou le jazz. De nombreux jeunes musiciens marocains sont en train d'éclore, la musique gnawa évolue et le répertoire se transmet. La relève semble donc bien assurée. Prochain rendez-vous du 25 au 28 juin 2020. Parlons cuisine à présent. Nous faisons un zoom sur la fabrication du plat de tagine. Le Maroc est connu pour la préparation de ce plat, mais aussi pour la filière de développement de cette poterie. Souel Jalil. Un proverbe marocain affirme que les gens pressés sont déjà morts. Fidèle à cet adage, le tagine, plat emblématique de la cuisine marocaine, est un éloge à la lenteur, de par son art de laisser exhaler sucs et fumées, et confire pendant des heures viande ou poisson dans de vieux pots. Le tagine, dérivé du grec teganon qui signifie plat en terre, renvoie autant à la recette qu'à l'ustensile de cuisson, une préparation magique dont l'art est d'une simplicité merveilleuse. Je fais ce métier depuis les années 80. J'ai appris cet art des mains de nos anciens Ma'alimia. C'est un métier qui connaît son apothéose lors des mois d'été où l'on collecte la terre cuite. La technique, quant à elle, est ancestrale. Pour éviter les vernis toxiques, les potiers fabriquent des plats en terre cuite. Ensuite, ils sont lissés avec un galet de pierre afin d'obtenir une surface lisse et non peureuse. C'est une préparation assez longue. On la commence en été pour la parachever en hiver. L'apprenant pétrit l'argile et l'adapte bien avant de la donner au ma'allem qui lui confère son look en spirale. Le résultat est plusieurs tagines de taille et de formes différentes qu'on met au four pendant 3 jours d'affilée. Ici à Oulja, le village des artisans traditionnels de la Médina de Salé, le tagine est une culture, un héritage qui s'efforce de survivre aux affres du temps. L'année 2019 a également été intense sur le plan sportif. Des Jeux africains organisés à Rabat au Sacre de Liverpool en Europe, en passant par la Coupe d'Afrique des Nations de football. Retour sur les moments forts de l'année sportive avec Sahel Sissoko. En mois d'août, bien étoilé dans le ciel bleu de Rabat. Rabat, la ville lumière. On en a encore des étoiles plein les yeux. Du 19 au 31 août, près de 6000 athlètes du continent s'étaient donné rendez-vous au Maroc pour disputer la 12e édition des Jeux africains. Et pour une première, la compétition leur a ouvert les portes de Tokyo 2020. Rabat 2019 fut un franc succès tant sur le plan de l'organisation que sur le plan purement sportif. Remontons le temps pour nous arrêter devant la parade des champions d'Afrique. L'Algérie de Djamal Belmadi a remporté la CAN 2019 en Égypte au terme d'une bataille rude au sommet des pyramides face aux finalistes malheureux, les Lions du Sénégal. Un deuxième trophée continental pour les Fennecs, comme une bouffée d'oxygène pour le peuple algérien. Une déferlante rouge sur l'Europe. Jürgen Klopp et ses hommes, vainqueurs de la Ligue des champions de l'UEFA, ont écrasé toute concurrence. Liverpool va d'ailleurs s'installer sur le toit du monde en allant remporter le mondial des clubs au Qatar. L'année 2019 aurait été rose si les Reds avaient gagné le championnat devant City de Pep Guardiola, mais cela restera comme un cheveu dans la soupe. En Afrique du Sud, il y avait également un accueil triomphal réservé aux champions du monde de rugby, les Springboks, de retour au Bercail avec le trophée du mondial organisé au Japon. Grand moment de communion dans le pays de Nelson Mandela, en proie à une crise identitaire sans précédent. Mais comment oublier l'une des plus belles rédemptions d'un sportif de haut niveau, Tiger Woods, le Tigre,
comme le nomment certains, a remporté le Masters d'Augusta après une longue période de traversée du désert. Donald Trump a fait plus qu'un tweet. Il a décoré le champion à la mesure de sa renaissance. Au tableau des récompenses individuelles, lui, il est entré dans une autre dimension. Lionel Messi, l'Argentin du FC Barcelone, a gagné pour la 6e fois le Ballon d'Or France Football. Aucun sportif ne peut s'asseoir à la table du natif de Rosario. 2019, c'est aussi ces moments de cacophonie où le triomphe est sans gloire. Certains le surnommaient le scandale de Rades. L'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, après une hallucinante panne de la VAR. Aux grandes dames du Wydad de Casablanca, c'est d'ailleurs notre coup de gueule de l'année. Dans la deuxième et dernière partie de notre émission, on fait un tour au Mali où le lac Ouénia ne fournit plus beaucoup de poissons en raison du changement climatique. Une situation qui n'est pas faite pour arranger les pêcheurs et les nombreuses familles de la zone. Suivons. Tous les matins, Modeste Traoré se rend au lac Ouénia, un lac situé dans la région de Koulikoro, à près de 120 km au nord de la capitale du Mali, Bamako. Plus qu'une tradition familiale, pêcher dans ces eaux est une question de survie. En effet, le père et le grand-père de Modeste ont toujours compté sur les poissons du lac pour subvenir aux besoins alimentaires de la famille. Mais aujourd'hui, la pêche se fait de plus en plus rare. En cause, le réchauffement climatique. Le problème avec le lac, c'est qu'il rétrécit de plus en plus et l'eau s'évapore. Parfois, c'est la sécheresse totale. Nous sommes très inquiets. Une inquiétude justifiée lorsqu'on sait que quelques 12 000 personnes dépendent du lac Ouénia pour se nourrir, s'approvisionner en eau et surtout pour travailler. Le lac aurait rétréci de 20% depuis 2017. Cette année, entre août et septembre, il y avait beaucoup d'eau et nous étions très contents. Mais petit à petit, la moitié s'est évaporée. Nous luttons contre l'érosion en remplissant des sacs de sable que nous mettons dans certaines zones, mais ce n'est pas une solution durable. Les villageois de Ouénia et de Kononi-Sirakoro ont planté 56 000 arbres au cours des 2 dernières années. Ils ont aussi construit des barrières de pierre pour aider le sol à garder la pluie qui tombe et permettre aux habitants de la région de profiter de nouveau des ressources naturelles du lac. Si l'insécurité alimentaire, la lutte pour les terres agricoles et la croissance démographique rapide conduisent souvent à des conflits au Mali, cette zone n'a pas connu de violence. D'après l'ONU, le lac Ouénia se trouve dans l'une des régions du monde les plus dégradées du point de vue environnemental. C'est ici que prend fin l'Afrique en mouvement. Merci de votre fidélité à Midi 1 TV Afrique et bonne suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.